Le prix du meilleur scénario va à Emmanuel Mar pour A Man of His Time. Waouh. Un prix du scénario, c'est censé être remis à quelqu'un qui maîtrise les mots. Et ce soir, je ne maîtrise pas les mots. Donc je vais être très simple. Voilà, sachant que j'allais entrer dans cette salle et que j'allais tous vous voir, je voulais d'abord vous dire que le film que nous avons fait, eh bien, il a été porté par chaque nom qui est au générique du film. Et je dis bien chaque nom qui est au générique du film, que ce soit l'assistante de production qui encode les contrats, les régisseurs, les ensembliers, le pointeur. Et je pense que un film, quand on arrive avec un scénario, et c'est le plus grand paradoxe de ma vie, parce que quand j'arrive sur le plateau, j'ai dit à tout le monde, on ne va pas tourner ce scénario. Donc eh bien, les scénarios, ce sont des mots, et il y a des gens qui vont les faire, et moi je veux dire à tous les gens qui font du cinéma, qui ne sont pas dans cette salle, qui sont les techniciens, qui sont les gens du cinéma, que c'est eux avant tout qui font le cinéma. Et je serai court avec les personnes avec qui on a fait ce film. Voilà, on a essayé de se demander comment la violence, comment le besoin de dominer, comment le besoin de se rassurer en excluant l'autre, comment ces espèces de petits chefs qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas partager, qui ne savent pas juste regarder un autre comme un être humain, eh bien ces gens-là qui jouent au petit chef, au patron, au père de famille, eh bien aujourd'hui, quand ils sont à la tête d'un État ou d'une entreprise ou de n'importe quoi, ils excluent, ils bombardent et génocident. Je vous remercie. J'ai découvert le palmarès à la télévision et il y avait beaucoup d'émotions. Après, quand je suis au téléphone, tu m'as dit oh, j'étais pas bien, mais je dis si, au contraire, c'était formidable tout ce que tu as dit. Et je voulais qu'on le diffuse là en début de séance, parce que je trouve que justement, ça ouvre formidablement bien peut-être tout ce qu'on va se dire sur ce qu'est l'écriture du scénario, la préparation d'un film, le tournage d'un film, la direction d'acteurs, parce que c'est notre thématique d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup apprécié voilà, de ce que tu mets en avant, c'est-à-dire un film se fait avec voilà, tous les gens du cinéma, quel que soit leur poste, pas seulement les petits chefs ou les je ne sais quoi. Et voilà, j'ai trouvé tout ça très très juste, très beau. Et tu parles aussi d'amour. Et comme c'est la thématique cette année, l'amour du cinéma, voilà, et qu'on est dans le partage. Un festival, c'est ça, c'est un lieu de partage. Voilà, j'avais très envie qu'on diffuse cette remise de prix. Et puis que tu puisses réagir aussi à chaud, parce que c'est vrai que tu as ce prix, comme tu le dis, qui est un prix un peu paradoxal, puisque évidemment pour faire un film, il faut écrire un scénario pour obtenir des financements. Mais en ce qui te concerne, le scénario, tu le mets de côté parce que tu vas voilà, je sais pas, faire le film avec les comédiens, avec ce qui peut arriver, enfin, les incidents peut-être de la vie, mais
Non, mais déjà bonsoir. La question, pour moi, En fait, c'est assez marrant parce que je suis sorti de la salle et Julie Lecoustre, avec qui est ma compagne dans la vie et compagne de cinéma, me disait mais t'inquiète pas, c'est pas le prix du scénario, prends-le comme un prix de l'écriture cinématographique. Et je pense qu'elle a raison, c'est-à-dire qu'en fait toute la question d'un film, c'est d'écrire avec des images et des sons. Enfin, c'est un peu bateau, mais ça reste quand même le point de départ. Et donc effectivement, en tout cas dans le travail que je fais ou que j'ai fait et que je continue de faire avec Julie, il y a toujours eu cette idée de dire, il y a un moment on arrive sur un plateau, on commence un film, et là on va devoir regarder, écouter, et pas écrire et lire, quoi. Donc c'est ça pour moi ça reste le point de départ. Après sur tout le reste, je crois que c'est vrai que pour moi il y a une sorte de réaction à chaud, il y avait, vous savez, un parterre de gens en smoking, ils sont et il y a tout un iceberg de gens qui font les films, qui les fabriquent, pas qui les financent ou qui en discutent. Et voilà, ça me semblait important c'est même pas de leur rendre hommage, c'est de rappeler juste simplement que un film, ça s'écrit, tout le monde écrit le film. C'est-à-dire que même le régisseur qui va obtenir une place qui va libérer des places devant une maison dans laquelle vous allez tourner, il écrit le film, il permet de filmer cette maison-là. Donc voilà, et puis et après, et c'est un peu un peu le sens aussi peut-être de ce dont on va parler, qui est une chose très importante pour moi, le droit à l'erreur en fait. Le cinéma c'est essentiel dans la base, voilà, parmi les plus belles choses qui me sont arrivées sur les plateaux, ce sont nées parfois des erreurs, et donc cette question de faire avec les choses est essentielle dans mon travail, et faire avec, c'est parfois aussi faire avec des émotions, de dire que voilà, comme vous le savez, à Cannes, il y a eu des polémiques sur des choses. Voilà, je fais partie d'une liste noire, mais je m'en fous. Mais on réagit avec ces émotions-là aussi, de dire en fait, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre plein de choses, et en même temps, il y a un moment où, parce que j'espère que ça arrivera au plus grand nombre d'entre vous qui voulez faire des films, mais cet exercice du discours de prix est aussi un moment bizarre, et où il faudrait filmer ce qu'on a dans la tête à ce moment-là, c'est assez drôle. Et donc, on prépare des choses, on n'en fait pas, et puis à un moment, il y a l'émotion qui vient, et on dit des choses, on prend le risque de dire des choses. C'était pas écrit. Sur les petits chefs, non. Donc, il y a quelque chose qui est... Et pourtant, on avait passé une demi-heure avec Swan à discuter. Ça aussi, il faut mettre dans un film, ça. Deux personnes qui vont avoir appris, qui discutent de ce qu'ils vont dire, ça c'est, je pense que ça remet un niveau, voilà, ça dégonfle un peu les choses. Mais voilà, non, je me perds un peu, mais aussi cette idée d'accueillir l'émotion, et l'émotion ou la vie ou la réflexion dans le tournage, ça a toujours été pour moi une espèce de boussole. Et donc voilà. Merci. Alors, petit rappel, c'est vrai que quand je t'ai appelé il y a quelques mois maintenant, tu étais en plein montage, et tu savais pas encore que ton nouveau film, Notre Salut, allait être
être sélectionné à Cannes. Tu as accepté mon invitation et je t'en remercie vivement. Le film est allé à Cannes et malgré tout, tu as pris le temps de préparer voilà, cette discussion avec des extraits de films pour justement parler de l'écriture, de la direction d'acteurs et qu'est-ce que ça veut dire que de faire un film, le mettre en scène, etc. D'accord ? Alors, petit retour en arrière, tu as fait une école de cinéma en Belgique, oui, et justement, de façon très très simple, sans trop on apprend quoi dans une école, peut-être comme celle que tu as fait, justement, par rapport ensuite à la pratique que tu as, toi, du cinéma? Alors, l'école que j'ai faite s'appelle l'Institut des Arts de Diffusion, l'IAD. Alors, je le répète souvent parce que apparemment en France, j'ai fait l'INSAS, mais qui est une très bonne école aussi, mais c'est vrai que c'est parfois un peu énervant. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Moi, j'ai appris bizarrement, j'ai appris des choses logistiques et pratiques. C'est vrai que j'avais beaucoup d'idées et les choses qui, hélas, m'ont le plus servi, c'était de savoir qu'il fallait être vigilant pour réserver le matériel à la bonne heure, si on tournait le lundi matin, il valait mieux avoir acheté les cassettes DV. Ça, c'est pas de la provoque, hein, c'est vraiment pratique. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de fois où j'ai mis tellement de temps à ne pas me cogner au réel et à la pratique que voilà, et on apprend à faire avec des amis, des camarades. On apprend aussi à faire des films avec des gens qu'on n'aime pas, parce qu'il y a des exercices qu'on va faire avec des gens qu'on n'aime pas. C'est aussi super en fait. On apprend à apprendre tout le temps, quoi. Moi, c'est ça que j'ai eu, et en tout cas dans l'école que j'ai faite, comme c'était pratique, on devait faire des émissions de radio, on devait faire même des télés, des choses comme ça. C'est de toujours à un moment essayer de donner un sens et de chercher comment on garde le cap du sens, de la beauté, de l'amour, des choses importantes humainement dans un cadre voilà, de pratique et concret, et je pense que toutes les personnes qui ont pratiqué un tournage savent à quel point le pratique nous embarque, et il faut gérer. Alors, je vais rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas ta filmographie, tu as fait quelques films d'école, et d'ailleurs je pense qu'on va en voir un extrait, mais là je te redonnerai la parole à ce moment-là, et rappelez simplement que tu as fait le film de l'été. C'était en 1900, pardon. en 2017, oui. Et que tu démarrais très fort puisque le film a eu le prix Jean Vigo, ce qui est certainement un des plus beaux prix décernés dans l'année. Tu as eu le prix du public ici à Pantin, donc c'était aussi pour un premier film, produit, hein, puisque ça avait été produit par Kidam, et on a une pensée pour François-Pierre Clavel, qui a été ton producteur. A suivi D'un château l'autre en 2018, qui a obtenu beaucoup de prix, et notamment le Grand Prix Andreas Labarthe, ici même à Pantin, et puis ton premier long métrage, Rien à foutre, avec Adèle Exarchopoulos. Le film a été sélectionné à Cannes à la Semaine de la Critique, et là on était en 2021, hein, c'est ça. Voilà, c'est pour retracer un petit peu ta filmographie. Tes films sont, et notamment les courts-métrages, il y a une part documentaire qui est toujours très très importante, puisque une façon de filmer les réels, et je pense évidemment à Un château l'autre, où se mélange vraiment à la fois la fiction et le réel, une élection, des conversations avec une dame âgée, on va y revenir sur tout ça, et puis le film de l'été qui est davantage peut-être une fiction, mais quand même on sent qu'il y a une partie, alors je ne sais pas si c'est de l'improvisation, si c'est... Et justement, tu vas nous dire un petit peu comment... On va en parler, mais voilà. Tout est improvisé, et le film de l'été a une grande part documentaire, en fait. Oui.
Mais voilà, maintenant je te recède la parole parce que je sais que tu as ton fil conducteur et je voudrais pas le... Non, bah, voilà, je t'avais promis de vraiment travailler et voilà, j'ai amené des films que j'avais faits et je vais vous en montrer des bouts. Et puis je vais voilà, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que le film de l'été, en fait, j'ai fait des films, j'ai fait un court et un documentaire plus produit, mais le film de l'été a été une sorte de cassure où je me demandais si c'était nécessaire ou pas pour moi de faire du cinéma encore. Donc j'ai essayé de me dire où est-ce que je peux pousser le curseur le plus loin de ce que j'ai envie de faire et de me débarrasser de plein de choses. Donc c'est vrai que le film de l'été a été une sorte de naissance au cinéma, de deuxième naissance au cinéma. Et donc voilà, c'est aussi ça que la vie m'a permis, c'est-à-dire à un moment d'arrêter un train en marche qui pour moi n'avait pas le sens, suffisamment de sens. Voilà, j'ai arrêté un premier long métrage qui commençait à être produit et puis en fait j'ai tout simplement arrêté, j'ai abandonné et puis je suis revenu à cet objet qui est le film de l'été. Et ça, c'est aussi cette question-là dans le travail de cinéma, d'oser abandonner quelque chose, d'oser mettre à la poubelle. Ça a été un moment qui m'a beaucoup construit. Alors, ce qu'on va faire, je sais pas, je vais essayer aussi de vous laisser maximum la parole s'il y a des questions. En fait, quand je suis venu ici, tu m'as parlé d'écriture, de jeu d'acteur et de scénario. Et en fait, moi, quand je suis sorti de l'école, voilà, j'ai fait un film qui était un appel à projet. Et pour moi, ce film est très bête. Il pose une question, c'est la question que je me pose toujours, qui est avant même le jeu d'acteur, avant même le genre cinématographique, avant même le processus de production, de qu'est-ce que j'ai envie d'archiver, quelles sont les images que j'ai envie qui valent la peine ou qui vaudraient la peine d'être conservées, mais pas dans un sens d'échelle de valeur. Au contraire, il n'y aura jamais plus de beaux films que les films familiaux ou amateurs. Ça reste quelque chose que le cinéma, enfin en tout cas dans mon émotion, il y a toujours cette idée-là. Et voilà. Et pour la question que je me suis toujours posée, c'est finalement quelles images me touchent le plus et quel est un moment que j'ai envie d'enregistrer. Et voilà, je vais vous montrer un extrait un peu au hasard parce que je l'ai pas revu depuis longtemps, mais c'est un film qui s'appelle Les Cheveux coupés. C'est un film que j'ai fait en 2009 et ça a été aussi une pensée d'écriture, c'est-à-dire que il y avait un dossier, j'avais juste mis je vais filmer des parents qui coupent les cheveux de leurs enfants et il y avait quasiment rien d'autre. Et voilà, donc j'ai fait ce film et cette idée qui m'intéressait, c'était de trouver des moments de la vie où il se passe des choses qui ont une force émotionnelle importante, qui soit une force émotionnelle partagée par deux personnes et en même temps qui ne puissent pas être complètement analysées, quoi. Elle a des cheveux longs, il faut peigner petit morceau parce que ça fait mal. Avec les cheveux crépus, il faut peigner un peu. C'est pas facile. Peigner petit morceau.
le petit bâton là que j'ai eu. Ah, j'ai eu là. Mais monsieur Superman, je peux les défaire. Va mettre l'eau. Mouille ta tête. Tu penches un peu la tête? Je sais pas si c'est paradoxal, mais ça reste quand même pour moi une boussole du jeu d'acteur, ce que vous avez vu en fait. De cet endroit de vie où en fait on a quelque chose à faire et il y a quelque chose qui se passe aussi, de la question du regard, des silences, de toute la matière de jeu. Pour moi, la matière première et pas tant des intentions de maîtrise ou de, comment dirais-je, de performance, mais de présence, quoi. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un endroit je pense, le moment où on se coupe les cheveux, c'est à la fois un endroit hyper prosaïque, très simple, et en même temps, il y a quelque chose de métaphysique qui se joue, puisque c'est notre propre visage, notre propre image, et donc ça reste un endroit qui a, enfin moi qui m'a beaucoup marqué, aussi même dans mon travail, parce que à la base, moi j'imaginais, je rêvais d'un film où ça hurle, où les enfants tapaient partout et où comme aussi dans la vraie vie. Et c'est ça et bizarrement, après quand j'ai commencé à le monter, on m'a dit mais en fait peut-être ce qui est beau, c'est justement que le dispositif ne se fait pas oublier. Ces enfants savent qu'ils sont filmés, mais il y a quelque chose qui se joue dans leur regard, en fait il y a un moment qui est partagé entre le filmeur, le filmé. Il y a quelque chose qui peut se jouer, et ça a déterminé beaucoup de mon rapport à l'écriture et de rapport au jeu d'acteur, et à la question en tout cas ce qui me touche le plus fort dans un film, ce n'est pas tant la construction d'une histoire, mais que de voir comment les êtres humains se démerdent dans ce voyage qu'est la vie. Et ça c'était très très important. Donc c'est vrai qu'il y a en tout cas cette idée dans le travail de l'écriture et dans le travail de direction d'acteur, que d'une certaine manière, le Graal, c'est le moment où on déciderait de se mettre dans une pièce, dans une chose, et même de lancer la caméra et que les choses naissent sans rien, quoi. Ça serait le Graal. Après, c'est pour ça que on va peut-être passer à un deuxième film qui est le film de l'été. Donc là, c'est autre chose. Mais peut-être juste avant le film de l'été, et par rapport à ces extraits-là que tu as choisis, est-ce que tu n'as pas le sentiment... Bon, déjà, il y a quand même un dispositif qui est mis en place,
il y a des gens que tu as choisis. Je veux dire, tu n'es pas allé par hasard. Tu les as choisis. Donc, c'est comme si tu faisais un casting d'une certaine manière. Et puis, il y a un moment donné où tu places la caméra à un certain endroit. Et la présence de la caméra, j'imagine, induit aussi des comportements. Enfin, voilà. Et tout ça, j'imagine que tu en as évidemment conscience. Et c'est sans doute pour ça que tu nous montres les extraits. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus? Alors, sur le côté de casting, en fait, j'avais quand même, je crois, 2 mois pour faire ce film-là. Et en général, il y a peu de parents qui coupent les cheveux de leurs enfants plus de 3-4 fois par an en général. Donc, c'était aussi, il y avait une part de hasard. Et donc, non, en fait, on était parti du simple fait que si des gens couper les cheveux de leurs enfants et voulaient être filmés, on y allait, quoi. Il y avait même pas de, on venait, quoi. Et la question du dispositif était à la base la question d'avoir ce dispositif fixe, comme si la caméra était le miroir, comme chez le coiffeur. Et d'une certaine manière, c'est là aussi où voilà, moi je commençais, enfin même aujourd'hui, j'ai toujours la même sensation je trouve que le plus dur quand on filme, c'est d'accepter l'angle de caméra qu'on a vu, parce que moi j'ai tout le temps envie de le changer en fait. Et c'est le fait d'accepter, de dire ok, je garde ça. Vous voyez, il y a une fois où j'ai filmé en découpant, et en fait d'accepter de ne pas découper, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait énormément. Et puis non, oui, il y avait quand même cette question-là de la question de la mise en scène du quotidien, qui était vraiment très importante pour moi à l'époque. Voilà, j'avais fait mon film de fin d'études chez Ikea. J'étais très branché sur les questions de comment comment dirais-je, la société nous propose des scripts d'une certaine manière qu'on reproduit tous. Enfin, je veux dire, on va tous chez Ikea parce qu'on se fait tous couper les cheveux. Et comment, à l'intérieur de ce script préécrit, et ben en fait, l'individualité, l'humanité éclate. Il y avait ça, et sur effectivement le choix du cadre, on était toujours à la hauteur des enfants, mais c'était vraiment pour attraper ce regard, et c'est effectivement la question du dispositif, et c'est là où je peux vraiment parler d'écriture. C'est que la question, là, sur le film que je viens de faire, Notre Salut, en fait, il y a une partie du film, on en a gardé qu'un petit bout, mais on a vraiment reconstitué un bureau de chômage à Vichy dans les années 40. Vraiment, le bureau entier a été refait. Et en fait, on a tourné de manière quasi documentaire. Et en fait, on a fait des impros où il y avait juste des gestions de choses administratives. Et les acteurs, et qui n'étaient pas tous comédiens d'ailleurs, ils avaient leur bagage et on jouait. Et on faisait des choses et il y avait quelque chose à faire. Cette idée d'avoir des choses pratiques à faire, elle est toujours très très importante. Et encore une fois, dans l'écriture, d'aller chercher vraiment dans quand même la question des gestes quotidiens, quoi. C'est pas très clair ce que je raconte. Hein. Et sur la question de la présence de la caméra, est-ce que ça induit, à ton avis, enfin, vu l'expérience que tu as eue là avec ce film-là, est-ce que ça induit un comportement qui est... En fait, c'est ça qui était intéressant, c'est que ça induit effectivement et ça a beaucoup influencé mon travail avec les acteurs, ça. Ouais. C'est que ça induit la question de la caméra comme miroir. C'est-à-dire que, en fait, un acteur, moi, le peu de fois où j'ai essayé d'interpréter des choses, de jouer, de passer dans la caméra, en fait, c'était comme si j'avais un miroir en face. Il y a quelqu'un qui me suit avec un miroir, et en même temps, ce miroir, vous savez qu'il est là, mais vous ne voyez pas. Donc, cette capacité à sortir de cette conscience-là, et ce jeu avec la conscience de la caméra, pour moi, elle est au cœur du travail avec l'acteur, en fait. Toujours. Et en même temps, ça ne me gêne pas. Il y a des regards caméra qui ne me gênent pas. En particulier avec les enfants, parce que dans Notre Salut, il y a quelques scènes avec des enfants. Et il y a des jeunes enfants, et
C'était assez marrant parce qu'à un moment, on s'est posé la question dans une scène essentielle, il y a un gros regard caméra. Et avec le monteur, ça a été toute une discussion parce qu'il me dit mais voilà, il faudrait peut-être qu'on passe en effets spéciaux pour retirer le regard caméra. Et puis voilà, je dis non. En fait, c'est aussi cette question du moment du regard dans la caméra, c'est le moment où il y a quelque chose qui, avec le spectateur, moi je trouve ça intéressant, ça dérange le spectateur de voir un regard caméra. Mais pourquoi ça le dérange? Je sais que tu me vois, tu n'es pas tout puissant dans ton regard, quoi. On passe peut-être donc au film de l'été. Film de l'été. Bon, qui est une fiction, mais tu as dit que c'était un documentaire. Alors, et il y a quand même un acteur qui est Jean-Benoît Hugeux, un grand acteur belge, d'origine belge et aussi réalisateur. Qui est aussi Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que vous allez voir qu'un des personnes, le petit garçon du film de l'été, vous venez de le voir vous venez de le voir se faire couper les cheveux. Ah, d'accord. Donc c'est et alors peut-être avant de montrer un extrait, je peux peut-être expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc il y avait c'était un moment de crise personnelle et artistique. Donc voilà, j'avais décidé d'abandonner un premier long métrage qui était en cours de production et je rentrais dans un espèce dans un processus industriel vis-à-vis duquel j'avais pas les épaules. Donc de casting, il fallait avoir un casting, il fallait voilà, donc j'ai abandonné ce long métrage et puis en fait il se trouve que Jean-Benoît et Balthazar, que vous avez vu qui se fait couper les cheveux, ils étaient voisins dans la vie. C'était deux voisins. Et Balthazar avait décidé que Jean-Benoît était son parrain. Et donc quand j'allais chez Jean-Benoît très souvent, en plus moi j'étais pas loin, c'était à Bruxelles, et je les voyais et il y avait quelque chose que je trouvais magnifique, qui était que quand je les voyais jouer ensemble, je ne savais pas qui était l'adulte et qui était l'enfant. Et là on en revient à la question de faire des films pour se souvenir des choses, pour garder des traces de choses. Je me suis dit, si je dois filmer quelque chose, j'aimerais garder une trace de ça, de cette relation entre un adulte et un enfant que je trouvais magnifique. Et donc, 2 semaines avant en plein été, je leur ai dit, est-ce qu'on voulait pas on ferait pas un film? Et en plus, il y avait un acteur aussi que j'aimais énormément qui s'appelait Vincent Mine, qui est un formidable acteur de théâtre. Voilà, je leur ai dit, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je trouverais beau d'avoir un enfant accompagné de 2 adultes et qui ne seraient pas forcément ses parents aussi. Donc voilà, ils ont accepté. Vincent m'a dit, j'ai juste un bateau à prendre à Marseille. Il avait un temps entre le 1er août et le 5 août. Il a dit, j'ai un bateau à prendre à Marseille. Et donc, on s'est dit, on va prendre 2 voitures et on descend à Marseille et on va faire un film. Et voilà, on s'est d'abord réunis à Paris. On a un peu discuté de chacun ce qui nous intéresserait de raconter. Vous allez voir ce qui intéressait Balthazar. Et voilà, et c'est là où je dis, pour moi, c'est un documentaire aussi, puisque c'est un documentaire sur la relation entre Jean-Benoît Hugeux et Balthazar. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est que Jean-Benoît Hugeux a fait un film qui s'appelle La Musique, qui est encore avec Balthazar. Donc il y a une sorte et ça, je pense que c'est la plus belle des choses quand les films sont des... Le film est passé ici. Donc voilà, donc c'est cette idée-là du rapport à la mémoire, à l'archive, et aussi comment on invente vraiment au jour le jour, quoi. Pourquoi papa il dort encore? Pourquoi il dort? Parce que il est fatigué. Mais toi tu dors pas? Quoi? Toi tu dors pas? Ouais, peut-être que lui, il a plusieurs raisons de dormir que moi. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'il est plus fatigué. Parce qu'il conduit la voiture. Ça fatigue. Je peux
elle est sur tes épaules. Tu es sur mes épaules? Ok. Merci. Ah bah dis donc. Ça va? Ouais. Oh là. Non, arrête. C'est trop de bière, je crois. Non. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Arrête, on va tomber. Oh. Oh. De quoi? Vous êtes depuis combien de temps plus ensemble? On n'est plus ensemble depuis... Ça fait 4 ans qu'on n'est plus ensemble. Ah oui, d'accord. Quoi d'accord? C'est beaucoup. Bah c'est beaucoup. Ah, 4 ans, c'est beaucoup. Pour toi c'est beaucoup, mais ça dépend. Si elle était contente d'être chez toi et si vous étiez même pas ensemble, tu crois qu'elle serait restée, non? Tu te poses des questions, toi, je sais pas, moi. On peut pas faire la différence entre les choses. S'il est pas contente, la maison, qu'elle soit grande ou petite, ça change rien, tu vois. Parfois, on peut se dire, tiens, je pense que mon amour, il est trop petit aussi. Alors, il faut partir. C'est comme une maison. C'est la même chose qu'une maison. Il y a de la place pour les autres ou pas. C'est un peu comme ça. Et toi, t'es une amoureuse? Non. Hein? Non. Non? Non, ça veut dire oui. Non. Hein? Elle s'appelle comment? Je m'en fous, hein. Moi je vais pas le dire à ta mère. Hein. Non, j'en ai pas. Je n'en ai point. Et t'as pas envie d'en avoir une? Je t'en pose des questions, toi. Bah dis, t'as vu tout ce que tu m'as posé comme question? T'es rigolo, toi. Je t'ai tout dit, tu veux rien me dire, c'est de la triche? Oui, c'est bon, j'en ai une. Ah. Eh ben tu sais être vite, toi. Et tu fais quoi avec elle, etc. Bah rien, on va à l'école. Et comment vous savez que vous êtes amoureux? Vous vous embrassez, vous donnez la main? Non, aucun des Quoi? deux. Aucun des deux. Non, pourquoi est-ce que vous êtes amoureux? On le sait parce qu'on le sait. Et vous l'avez déjà dit? Tu l'as écrit un papier, genre t'es mon amoureuse? Bah oui. Ah, tu lui as donné un petit papier en disant est-ce que tu veux bien être mon amoureuse? Bah Ça fait oui, comme c'est ça? la seule façon de communiquer entre amoureux. Alors. Ah, il y a d'autres manières de communiquer. On peut donner des bisous, on peut... C'est interdit dans l'école. Oui, à l'école, oui, mais on peut se regarder très 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 longtemps dans les yeux. On peut... Très compliqué avant que les autres se moquent de nous. Oh là là, ça a l'air compliqué d'être amoureux à ton âge. Très compliqué. Moi, ça me semblait pas si difficile, moi, quand j'étais amoureux. Ça t'a plu ou pas, le baiser? Bah oui. Quoi? Oui. Ah oui. Bah oui, évidemment que ça m'a plu. Évidemment que... Évidemment, oui. Parle plus fort, j'entends rien du tout. Évidemment que oui. Évidemment que oui, il y a des gens qui aiment pas, hein. Il y a des gens qui aiment pas les carottes, il y a des gens qui aiment pas les huîtres, il y a des gens qui aiment pas les baisers. Bah, C'est quoi le rapport entre des huîtres et des... et des baisers bah, c'est un drôle de goût la première fois, c'est tout. C'est ça le rapport. C'est vrai, ça. Tu mettrais pas ta langue ta langue de la bouche de n'importe qui quand même. Oh. T'as mis la langue avec elle ou Non, pas? j'ai T'as pas mis la langue? Non, j'ai Faut pas mettre mis la la- langue, faut tourner comme ça. Oh, c'est dégueu. Arrête, c'est dégoûtant. Tu dois mettre ta langue et essayer de te battre comme si c'était une épée avec la langue de la fille. Oh. C'est comme ça dégueu. qu'on fait. Fait comme une petite épée comme ça. Ah. Comme chevalier. N'importe quoi. Fait quoi? N'importe quoi. Et si t'es fort, c'est elle qui retire sa langue et c'est toi qui gagne. Oh. Ah, ça. Tu transpires toi, non? Va un peu prendre ton chapeau, il fait un peu chaud là. Mais, la langue. Tu Cochon. verras, maintenant tu fais ton petit dur, mais tu prendras goût, tu sais. Rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión y quisiera ser. On est 6 en fait. Il y a un chef opérateur qui sera le chef opérateur de tous les films. Une assistante qui nous aide à un peu tout faire. On n'a pas trouvé d'ingénieur du son parce qu'on c'est fait sans argent. Enfin, c'est fait avec mon découvert de carte bleue
Vous savez, ça tombe toujours le 7 ou le truc, donc il y a moyen de... Et un ami qui m'avait prêté de l'argent, et Michigan Film, qui me suivent depuis longtemps, mais qui m'avait donné un petit peu d'argent. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on descendait progressivement vers Marseille, et tous les soirs, on regardait ce qu'on avait fait, tous ensemble, avec Balthazar, avec Olivier Bunjing, le chef opérateur, avec Linda et Vincent, et on discutait de ce que nous inspiraient les choses, et on réécrivait le lendemain. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que on parle d'écriture, mais c'est ça aussi où en fait désolé, je vais partir dans tous les sens, mais je vais quand même essayer de faire les choses. Mais c'est que en fait, ce genre de tournage, on ramène de la matière, on ramène une expérience. Et d'ailleurs, quand on a tourné le deuxième personnage, donc l'ami de Philippe là que vous voyez, le type qui nettoie sa bagnole, c'était censé être l'oncle de Balthazar. Et en fait, au montage, c'est pour ça que j'y ai repensé, parce que dans l'extrait qu'on a entendu, c'est genre ah papa. On a juste changé les endroits où il y avait marqué tonton et on a mis papa à la place. Et ça a changé le film en fait. Donc c'est aussi, enfin voilà, c'est ça quand on parle d'écriture, c'est cette idée enfin pour moi la matière de l'image, elle doit toujours pouvoir être travaillée, retravaillée. Et donc voilà, tous les soirs, et effectivement, il y avait cette idée de pouvoir en fait chacun des acteurs, quand on avait discuté au début, on discutait des choses dont on avait envie de parler. Voilà. Et Jean-Benoît, il avait envie de parler de son frère en fait, qui voulait faire de la réalisation, qui avait fait une bonne école et qui même commençait à faire des films. Et puis en fait, d'un coup, il avait arrêté. Et personne n'a jamais compris pourquoi. Il avait envie de parler de ça. Vincent, lui, avait envie de parler de cette distance de la distance qu'on peut avoir avec les enfants, même très proches. On a parfois il vivait un moment de sa vie où en fait il disait mais mes filles parfois je les regarde et c'est des aliens quoi. Et Balthazar, il avait envie de parler d'amour. Comme vous pouvez le voir. Et il a 9 ans et demi. Hein, oui, il a 9 ans et demi. Mais en fait, j'étais allé le chercher à la gare parce que sa maman, comme vous l'avez vu, que vous avez vu dans Les Cheveux coupés, elle gère un peu la sécurité de son enfant comme elle gère les cheveux, quoi. Donc, voilà, elle est formidable. Et donc, je lui dis, est-ce que Balthazar peut tourner 5 jours? Elle me fait, ouais, pas de problème. Juste, tu viens me le chercher à Avignon. Et puis, juste, pense bien à lui mettre un chapeau parce qu'il peut avoir des coups de soleil, quoi. Et puis, je suis allé chercher Balthazar. Et dans le train, on a discuté de ça. Je lui dis, de films et tout. Et on discutait et il me disait, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de films où on parle des amours des petits garçons, des petites filles. Et donc, j'ai discuté avec lui de tout ça. Je lui ai dit, tiens, ça serait bien. Et donc, on a fait cette scène. Et c'est ça qui moi, m'intéresse quand on décide de faire des choses ensemble. C'est que là, d'un coup, il joue ah non, moi, j'ai pas d'amoureuse. Ça. Mais en même temps, là, l'idée aussi, c'est dans la direction d'acteur. Mais ça, là, je vous donne ma façon de travailler, parce que c'est une façon... C'est que moi, on part, et puis après, enfin, moi, je répète pas, on se lance, quoi. Après, on corrige, mais... Une prise. Ça, il y a 2 prises là-dessus. Il y a 2 prises. Après, comme vous pouvez le voir, on n'avait pas d'ingénieur du son. Et la meilleure idée quand on n'a pas d'ingénieur du son, c'est de tourner sur des aires d'autoroute. Donc, on avait des HF que Olivier, le chef opérateur, s'est dit au bout d'un moment, mais en fait, je vais quand même moi vérifier si ça enregistre bien. Donc, on avait ça. Et voilà, ces 2 prises, les prises font 10 minutes. Et il y a tout ce jeu. Et voilà, et ça c'est un moment que je trouve extrêmement intéressant de comment les choses peuvent se jouer entre 2 personnages où les liens, en fait, l'un et l'autre
finalement baisse la garde, quoi. C'est aussi une des choses qui m'intéresse. Mais dans ce que vous décidez la veille, c'est-à-dire de ce dont il va être question le lendemain, pour autant, on sait qu'on va parler d'amour, par exemple, mais le texte n'est pas écrit, je veux dire... Ah non, il n'y a pas une ligne écrite là-dessus. C'est vraiment des impros. C'est l'impro totale. C'est l'impro totale, ça c'est vraiment l'impro totale. Et après, la question, c'est que... voilà, parfois on est au déjeuner, ils sont en train de, justement là, ils sont en train de, ils s'embêtaient un peu, c'était la pause. Je les retrouve en train de jouer là-dessus, et puis on dit on va faire un plan, on va continuer, on fait un plan, quoi. Et oui, non, c'est vraiment de cette collecte-là, mais avec quand même cette idée dans le fond qu'on avait. Maintenant, je me rappelle qu'on s'était tous questionnés sur... On voulait parler de la mélancolie de l'été, de ce moment où... L'été, c'est le moment où on est censé être heureux, joyeux, se retrouver, faire des choses. Et en fait, toutes les personnes qui faisaient ce film se rendaient compte qu'en fait, l'été, ils avaient une angoisse, une pression de l'été où il fallait qu'un été se passe bien, qu'on soit heureux, et qu'ils n'y arrivaient pas forcément. Donc voilà, non, dans l'écriture, c'est souvent, en tout cas, ça a été souvent de partir d'une image ou d'une situation. Et c'est vrai que si j'avais le moyen de financer des films juste sur quelques lignes, je le ferais avec grand plaisir. Malgré tout ça, je veux dire, il y a un film qui s'écrit, et qui s'écrit au jour le jour, hein. Et il y a un chemin, il y a une fin à ce film que j'ai revu, et ce trajet quand même, tu l'as en tête dès le départ, ou finalement avec ce film-là c'est venu? Non, ça se compose. Non, il vient au fur et à mesure. En fait, il y a aussi un truc important, c'est que aussi sur ce film, c'est la découverte qu'on peut retourner à une scène. Ça, c'est aussi une chose que j'ai jamais compris dans un film. Dans les films classiques que j'avais fait, quand on tournait, il y avait un plan de travail. La scène 1, elle était prévue mardi à 12h, et puis après, c'était fini. Et parfois, la scène 1, elle est complètement loupée. Et vous avez toujours le jeudi, vous avez les mêmes acteurs, vous êtes à côté du lieu, et vous pouvez pas retourner. Ça va toujours sembler absurde. Alors effectivement, il y a des questions quand on est une équipe. Et là, il y a des choses en fait, au fur et à mesure, à la fois on écrivait, mais à la fois on retournait des choses qui s'inséraient éventuellement avant, en fait. Donc c'était toute une espèce d'écriture, d'impro, comme ça. Même l'écriture devient une sorte d'improvisation, en fait. Mais avec toujours l'idée de qu'est-ce qui va... d'arriver à un endroit. On fait un voyage et il y a un moment, comme dans tous les voyages qu'on fait, il y a un moment où le voyage se termine et on rentre chez soi. Et c'était quel sera sur quelle note ces gens vont rentrer chez eux, quoi. Je reprends ce que tu as dit au départ. L'idée, c'était de garder une trace de la relation de Jean-Benoît et de Balthazar, qui se connaissent dans la vie. Oui. Donc l'idée, c'était ça, vraiment de garder une trace. Et l'autre chose, c'était des deux, on ne sait jamais qui est l'enfant et qui est l'adulte. Et dans cette séquence-là, on le voit bien. Oui. Moi qui connais un peu Jean-Benoît, effectivement, il est comme un grand enfant. Une toute petite anecdote, mais que je trouve vraiment trop drôle. Toi qui reviens de Cannes, moi, je suis allé à Cannes à plusieurs reprises. Et une des dernières fois où je suis allé à Cannes, il y avait Jean-Benoît qui était à Cannes. Et tu sais où on se croise? Rue des Belges. Et en fait, sur cette question de garder une trace, c'est là où j'essaye moi-même de faire un truc qui a l'air à peu près construit, donc j'invente au fur et à mesure. Il y a cette idée que, avec eux, je me rends compte que par le biais de la fiction, j'arrive à retrouver. Ils se disent des choses très vraies qu'ils ne se seraient pas dit si je les avais filmés de manière documentaire. Il y a quelque chose qui est
qui m'est apparue dans ce film. Je me suis dit, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité avec les acteurs, tu vois, dans un travail de dire, en fait, le déplacement du rôle de fiction permet aussi une plus grande liberté pour parfois exprimer des choses et pour exprimer des choses qui leur importent. Avec aussi l'idée qui est très importante, moi, dans mon travail avec les acteurs, et Julie aussi, c'est que quand on travaille avec un acteur, c'est pas parce qu'on sent une intériorité qu'on va pouvoir aller attraper, voler. Voilà, ça, c'est pas le but. Non, le but, c'est justement de créer un espace où il y a une vérité ou une parole importante qui peut sortir, mais elle est à discrétion des gens. Elle doit toujours rester à discrétion. Et ça, je peux vous donner un exemple parce que c'est aussi une des méthodes de travail de direction d'acteur qu'on a. Très souvent, avant certaines scènes, on fait une pause, on se réunit et on fait des questionnaires, on fait des listes de questions. On dit par exemple une fois où tu as été en retard. La dernière fois que tu as déchiré un vêtement. Parfois, c'est un moment où tu as eu très honte en public. Et la règle qu'on donne toujours, et ça, c'est une directrice de casting qui nous l'a appris, et ça, c'est en fait, au début, on s'adressait aux gens de manière frontale, comme si ils pouvaient nous livrer tout ce qu'ils voulaient, comme ça. Et elle nous a dit non, ça va pas. Il faut, et ça, je crois que c'est encore mieux. Maintenant, les gens ont dit, vous avez tout à fait le droit d'inventer. On s'en fout que ce soit la vérité ou pas. C'est parce que en fait, le but n'était pas de tirer une vérité, mais juste de créer un état mental, de créer c'est de la musculation sensorielle, mémorielle pour les gens, de faire ces listes, et ça permet et ça permet aussi c'est très bien quand une scène marche pas. Ça, c'est un peu de la cuisine, mais parfois on coince. Enfin, je pense que pour ceux d'entre vous qui font de la mise en scène, on fait 1, 2, 3, 4, 5 prises, et c'est de pire en pire, en fait. Et ça, c'est pas de la faute des acteurs, c'est comme ça. Il y a un médium, et très souvent, juste de faire une pause et de faire cet exercice-là, de avoir des choses en lien ou pas en lien, ça recrée une sorte de fraîcheur émotionnelle qui est hyper intéressante. C'est quelque chose que tu pratiques encore. Là, tu l'as fait sur notre salut. Notre salut, c'est vraiment, on le fait. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a une anecdote que raconte Swan. On avait fait ça juste avant de commencer justement toute cette partie bureau. On avait vraiment fait un système. C'était un tournage, il y avait 5 jours dans les bureaux d'impro, comme ça. Et il y a un des acteurs qui s'appelle Mathieu Perrotto, qui est un acteur incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans Hit the Night de Jonathan Vinel et Caroline Poggi, qui dit, on parlait comme on parlait bureau, on parlait de qu'est-ce que vous détestez chez vos colocs quand vous en avez eu. Et Mathieu dit, moi j'avais un coloc, il laissait toujours des tasses de café partout. C'est-à-dire que le matin, prendre un café, ça voulait dire laisser 4 tasses de café. Et Swan, au bout du troisième jour, un mot en pleine prise, mais il fait, mais enfin, qui laisse ces putains de tasses de café partout? Et en fait, c'était Mathieu qui s'était servi de ça pour créer quelque chose avec son personnage. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Et je vais reprendre mon wagon, mais effectivement, cette question que la fiction soit un outil pour justement chercher les traces de ce qu'on veut archiver, c'est quelque chose qui a été pour moi là encore plus loin dans D'un château l'autre, donc un film que j'ai fait en 2017 là pour le coup pendant les élections présidentielles. Voilà, avec et là pareil, c'était complètement il n'y a rien eu d'écrit. En fait, avec Julie, on a décidé de le faire 3 jours avant de le tourner, et il restait plus que 2 meetings de Macron et Le Pen pour y aller. Donc on y allait avec mon ami Pierre Nice, et pareil, on a construit et en fait voilà, c'est l'histoire de Pierre qui loge chez une dame qui
voilà, et qui est étudiant à Sciences Po et qui est boursier et qui est paumé dans cette élection et dans ce qu'elle représente. Je vais vous passer l'extrait et après on en parle. Je suis dans le noir. Je vois ça. La lampe ne marche plus. Ah. Mais vous savez quoi, je vais changer l'ampoule. Vous avez une ampoule de rechange quelque part? Oui, dans la cuisine. D'accord, Dans une boîte qui s'appelle ampoule. Voilà. Et... Il faudra changer la triplette aussi, hein. Il faudra tout changer. Ah ouais. Attends, on devrait essayer. Ah voilà, ici c'est mieux. Mais je vous rachèterai une triplette parce que ça peut faire des incendies, ça. Une triplette? Ah oui, c'est le domino à prise. Ah, c'est bien ça. Ah oui, oui. Vous voulez quoi, quelque chose? Vous ne m'avez jamais réellement parlé de vos parents. Ah bah, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. C'est des gens c'est simple, hein, je veux dire. Oui. Ils sont infirmiers. Ah, c'est bien ça. Ah oui, oui, oui. Mais je sais pas. Ils ont des vaches, ils ont quoi? Non, ils sont infirmiers, ils sont pas fermiers. Avant de nous quitter, on pourrait boire un petit coup ensemble. Ah bah d'accord, ça va. Je vais chercher, j'ai Xavier me dire au frigo, je prends ça. Je suis pas allé au dernier bal parce que je suis pas à l'aise. J'ai peur de pas être à la page vestimentairement. Je sens que je suis pas à l'aise dans un costume. J'ai l'impression d'être déguisé, de pas être dans mon élément. Et je crois que ça se voit et je suis pas à l'aise en fait parce que je ne connais pas en fait tout ça et j'oserais pas demander on va dire les quelques élèves à qui je m'entends un petit peu ou qui peuvent être même on va dire des copains, on pourrait dire ça comme ça, des camarades. Je pourrais pas leur demander ça, ce serait une erreur. Je sais pas, je pourrais pas demander ça. Et donc, du coup, je préfère observer, mais pas y aller, que suer dans mon costume. Ouais. Je crois que c'est parce que, comme on dit, il joue à domicile. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être un banquet, pas à n'importe quel moment. J'ai l'impression de devoir prouver des choses, devoir paraître et tout. Et ces gens-là, en fait, sont chez eux. Donc, ils sont bien habillés, mais ils se sentent comme en pyjama partout. Donc, ils sont vraiment... Et ça, ce sont des petits détails qui font que... Des petits détails qui font que j'ai l'impression que je n'ai aucune chance de pouvoir franchir ce plafond de verre, en fait. Oui. Qui est invisible, comme ce classement invisible. Ça se soigne. Hein. Ça se soigne très bien. C'est là où normalement, vous auriez arrivé à vous en foutre complètement. Et je pense que ça, j'ai déjà réfléchi à cette question, mais je pense que je n'ai pas ce talent-là. Moi, ça m'amusait. Et même, ça m'amusait d'être ridicule quelquefois. Je trouve ça drôle de voir comment les gens allaient le prendre. Et comment chacun, suivant son caractère, allait prendre telle ou telle chose. Quand Trump a gagné, j'ai eu envie d'arriver avec une casquette Donald. Et parce qu'ils sont très conformistes, en fait. Et quand ils se retrouvent face à quelque chose qui est peut-être un peu dans la provoque, mais qui est anticonformiste, c'est le plaisir, en fait, d'un peu sentir même le regard, l'animosité, l'agressivité que cela peut réveiller chez eux. Et je suis pas allé jusqu'au bout, je l'ai pas fait,
là. Mais les quelques fois que j'ai pu sentir ce regard, ce regard défiant des autres par rapport à des comportements qui vont pas dans le sens dans un sens conformiste, bah ça m'a donné l'impression d'exister, ça m'a fait du bien. C'est que le fait de provoquer, c'est toujours dépendre des autres, c'est toujours une façon d'être contre les autres, mais toujours en relation avec les autres. C'est pas de ne pas s'en occuper. C'est ça la différence, je crois. C'est ne pas s'en occuper. Que vous avez autre chose à faire. Que vous avez des lectures à faire. De la musique à écouter. Des tas de choses qui sont très importantes. Et ça, c'est quelque chose qui est plus important que quoi que ce soit. Ça serait bien si j'avais un lit comme ça, comme cette échelle. Là se joue aussi quelque chose de garder une trace et d'archiver, parce que il y a une chose importante, c'est que Francine que vous voyez à l'écran, c'est ma maman. Donc il y a quelque chose que j'ai toujours eu envie, c'est de garder quelque chose de son espèce de liberté radicale. Alors elle est handicapée depuis des années, mais elle a une sorte de liberté d'esprit incroyable, et voilà, et le fait de lui... Voilà, ce film, au début, avec Julie, on essaye d'aller à Sciences Po, donc on s'incruste à Sciences Po, on tourne comme ça, en demandant des étudiants, on voulait pas tourner, on essaye un film, c'est des essais, faites ça, on essaye, ça marche pas, parce qu'eux il y avait quelque chose qui marchait pas dans le fait de pas jouer un rôle. Là, bizarrement, on parlait de la vie. Là, c'est au contraire des gens qui avaient beaucoup de mal. Et à un moment, ça marchait pas. Puis Julie me dit, mais en fait, Pierre, on sait pas où il habite. Et donc, je lui dis, bah écoute, tiens, ma mère, elle a eu parfois des étudiants en coloc. Je lui dis, bah on va aller chez ma mère, puis on va voir, on va essayer, quoi. Et parce qu'elle répond pas au téléphone, donc quand on arrive chez elle, il faut prendre le boîtier à clé et arriver. Et donc on arrive, et puis pour ceux qui ont vu le film, il y a une scène au début où il parle des robots, elle parle de ses aides-soignants, de politique, de la robotisation. Et ça, c'est juste l'essai qu'on a fait tout de suite ensemble. Et donc là, j'ai dit à ma mère, tiens, mais je me suis dit, j'ai peut-être eu une phrase magique, c'est que je lui ai dit, tu vas jouer une femme qui a un étudiant chez elle. Et en fait, quand il y a eu ça, ça l'a amusée. Et en fait, elle est maligne, donc elle a très bien compris là où je voulais en venir. Mais ça lui permettait de dire, quand elle avait envie il y avait la Francine Atoche, son nom, et quand elle a envie d'être elle-même, elle l'était. Et des moments où, non, elle disait, non mais ça, mon personnage, ça, il ne le ferait pas. Et moi, j'ai trouvé ça super, en fait. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de pouvoir travailler, parce que ça lui laissait une liberté. Et voilà, et après, justement, avec Pierre, on avait discuté. Encore une fois, l'idée, c'était de parler de ce sentiment de rejet social et de plafond de verre d'un étudiant qui vient d'un milieu populaire à Sciences Po. Et la seule chose que j'avais dit à Pierre, à un moment, tu dois lui parler de ton envie de provoquer et d'arriver avec une casquette Donald Trump.
c'était triste, on était en 2017, on est un peu toujours au même endroit, mais et donc et voilà, et pareil, ça c'est une prise, ça, on tourne un quart d'heure et ce n'est qu'une prise, c'est une conversation entre deux et ça c'est des moments très très qui sont très forts et qui sont pour moi, je reviens toujours à cet archivage de dire voilà, ça c'est là, c'est-à-dire que ce qu'elle dit sur la question de la provocation et de s'en foutre du regard des autres, c'est ce qu'elle m'a dit petit. Donc voilà, c'est des choses qui et aussi ils prennent une portée politique pour moi très forte. Quand on voit ce dont parle Pierre, là, j'avais complètement oublié, mais ce besoin de provoquer pour exister, tout ça, je crois que c'est peut-être des choses sur lesquelles on devrait s'interroger vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc c'est cette chose-là de rendre possible, et ça n'est possible que, encore une fois, dans une petite équipe et aussi dans un temps de tournage de fiction qui épouse le temps documentaire. C'est-à-dire d'avoir un trou. On venait parfois comme une personne âgée qui est en plus très fortement handicapée. On ne peut pas tourner 8 heures d'affilée, donc on savait qu'il y avait des moments où on venait. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours guidés, en tout cas dans l'écriture, d'essayer, même sur un tournage de fiction, de long métrage, de garder cette possibilité-là, quoi. De dire des moments, on peut arrêter le temps, on peut aller dans la matière du plan de travail. En fait, c'est pas très compliqué en fait de changer un plan de travail. C'est pas là, pour la première fois de ma vie, j'ai fait un film avec une équipe de plus de 50 personnes. Bon, sur le plateau, on était 10, mais même ça, en fait, c'est possible. En fait, c'est ça c'est très important dans l'écriture. Et pour revenir toujours aussi, là c'est un peu la manière, mais sur le fond, cette question quand même d'essayer de faire un cinéma où le personnage est tout simplement en train d'essayer de trouver une place. Enfin, comme nous tous, ça reste finalement... En fait, avant de venir ici, je me disais, mais sur le scénario, j'ai pas grand-chose à raconter parce que j'ai l'impression que pour l'instant les films que j'ai faits racontent toujours un peu la même histoire de quelqu'un qui essaie de trouver une place, quoi. Et voilà, et là c'est vrai que sur D'un château l'autre, c'est toujours un moment assez particulier pour moi parce que ça restera toujours le film dont je suis le plus fier, en fait. Qu'il y a quelque chose voilà, il y a pour moi la question aussi beaucoup du cinéma, c'est la question des rencontres. Est-ce que les humains peuvent se rencontrer? Et là, il se trouve qu'il y a eu une rencontre entre Pierre et ma maman qui a été un moment, voilà, il y a deux personnes qui se sont rencontrées par Pierre, même vous pouvez changer Sciences Po par je suis un comédien belge qui passe des castings à Paris, c'est la même chose. Il y a quelque chose de deux personnes qui se livrent et qui échangent et qui s'épaulent, et ça c'est très très particulier, quoi. Et là, Pierre est comédien, oui. Ta mère ne l'est pas, oui. Mais elle joue un rôle. Oui. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un document, enfin quelque chose qui est de l'ordre du documentaire, mais que tu fais fictionner. Oui. Par la suite, puisqu'on va y venir, oui. Tu fais des films de fiction et tu les filmes un peu comme des documentaires, j'ai envie de dire. Cette question justement entre filmer le réel, enfin l'aspect documentaire et fiction, on sait que, et ici on le sait bien parce qu'on a beaucoup de films hybrides, on sait que la frontière est très 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 comment dire, très fine, et qu'on passe de l'un à l'autre et parfois on ne sait pas si justement on est dans
dans de la fiction ou du documentaire, et je pense à plein de films qui sont passés par ici, et notamment à Virgile Vernier, avec Saphir Crystal, qui a eu le Grand Prix, qui a été présenté comme une fiction, et puis après coup, on apprend que finalement, c'est peut-être un peu un documentaire, et d'ailleurs, il note que c'est un documentaire. Donc c'est vrai que cette frontière est très, très étroite, et on sent bien que toi, tu es à cet endroit-là, quoi, voilà, d'être à la fois dans l'un et dans l'autre, et en tout cas, d'un château à l'autre, il y a ces séquences avec donc ta maman, qui sont magnifiques, parce qu'il y en a tout au long du film. Le film fait une quarantaine de minutes. Et puis il y a toutes les séquences aussi qui sont pendant les meetings. Et là, je veux dire, c'est d'arriver à filmer dans le réel, hein, parce que là, tu peux pas. Enfin, je veux dire, quand Macron parle, bah, je veux dire, tu peux pas lui dire on coupe, on recommence. Voilà, et tu arrives à, voilà, j'ai envie de te dire, voilà, comment tu fais pour manier les deux, quoi. Enfin, c'est ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, mais. Moi, j'ai toujours, à la base, je rêvais de faire du documentaire. Après, vraiment en documentaire pur, voilà, j'ai quelque chose de ma personnalité qui peut crisper les gens. Donc, c'est très mauvais en documentaire. Si vous êtes avec des gens, vous filmez en train de vivre et que vous les crispez, c'est fini, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu besoin aussi de faire de la fiction. Et après, déjà, moi, je trouve que c'est plus facile de filmer en s'appuyant sur les choses qu'en les créant. C'est-à-dire que moi, je trouve plus facile de filmer un meeting de Macron parce que, voilà, que ce soit moi l'opérateur, on est ici maintenant, on choisit un endroit, on sait qu'on ne peut pas tout avoir, tout est point de vue en documentaire, en tout cas en documentaire direct. L'action, elle est là. Donc, en fait, la seule chose à laquelle on a à réfléchir, c'est à quel point de vue on adopte. Le point de vue, et c'est très bête, hein, c'est vraiment là, je reviens toujours à la question pratique, c'est je me mets où? En fait, je me mets de dos, je me mets à l'entrée, voilà, moi, je trouve que c'est intellectuellement plus facile. Et la fiction, au contraire, là, c'est vrai que je tendance à toujours essayer de recréer un système où les choses se passent et que d'une certaine manière, j'ai pas à donner aux acteurs, là, précisément. C'est pour ça que je repars des cheveux coupés, c'est la même chose. J'essaie que quand je travaille avec des acteurs, j'essaye qu'ils aient un truc à faire qui soit aussi concret et simple que d'avoir à couper les cheveux de quelqu'un. C'est en fait, tu dois aller là, tu dois faire ça. C'est aussi simple. Il faut toujours qu'il y ait un point d'appui très comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, dans une forme de cinéma très quotidien, matériel. Et après, la deuxième chose, et c'est marrant que tu parles de travail de Virgile, parce que je crois qu'il y a aussi une chose de l'ordre de la réception. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous montrez un film en disant que c'est une fiction, il y a quand même une histoire mentale qui dit que c'est Aristote, quoi, c'est-à-dire c'est la poétique, c'est-à-dire qu'un personnage a un but, chaque action tend vers quelque chose. Donc en fait, quand on regarde un film de fiction, en fiction, on analyse des enchaînements d'actions, des logiques d'action, des buts, alors que et on accepte beaucoup moins en fiction des incohérences, par exemple. On me dit toujours le personnage peut pas faire ça. Alors que en fait, ce qui est très marrant, c'est que si on regarde des documentaires, je parle vraiment du documentaire de naturaliste, de suivi de gens, en fait, on accepte très bien qu'un type soit en colère et s'engueule avec son cousin et n'importe quoi, je donne un exemple, et que le lendemain, on les voit en train de réparer une bagnole ensemble, par exemple. Non, mais c'est un truc qu'on accepte très bien en documentaire. En fait, il y en a un rapport à la vie qui est beaucoup plus proche d'une autre, parce qu'effectivement, la vie, elle est moins logique que ça. Donc c'est ça aussi où je pense que moi, ce qu'on a vécu et ce qu'il y a beaucoup là, c'est quelque part ce qu'on recherche, c'est une sorte de mélange entre cette possibilité de lecture de ce qui est à l'écran et en même temps ce besoin, je dirais, pictural, plastique, dramaturgique qu'on a tous de créer des œuvres. Mais cette hybridation des choses, je pense qu'elle permet justement de créer des allers-retours entre les deux et donc effectivement de filmer le cinéma de Virgile Vernier c'est un cinéma extrêmement métaphysique et en même temps c'est le roi pour raconter une histoire en 3 scènes, quoi.
C'est un maître pour ça. Donc voilà, sur cette question de l'hybridation et donc voilà, il arrive un moment où on vous donne de l'argent pour faire un long métrage. Il y a un moment où ça arrive. Et effectivement, là, je disais qu'en termes d'écriture, si je pouvais écrire un dossier où il y a juste une image et on dit on va raconter cette image, et voilà, c'était rien à foutre. Et c'est vrai que il y a toujours eu cette image de cette hôtesse de l'air que j'ai vue un jour en face de moi, qui était, je pense, en train de vivre le pire moment de sa vie, qui est à peu près encore plus près que vous êtes, madame. Et le moment où elle a commencé son service, elle a effacé toutes ses émotions avec un sourire professionnel. Donc et avec Julie, on s'est dit, mais on va essayer de raconter une histoire possible de cette hôtesse. Puis on est parti, on a enquêté sur les hôtesses de l'air low cost, on a fait tout un travail, on a rencontré plein d'hôtesses, voilà, et en fait, finalement, nous, j'avais écrit un scénario pour avoir de l'argent, mais la question on s'est dit, tiens, ce qui nous a notre point de vue sur ces vies-là, on s'est tous rendu compte que la plupart fuyaient quelque chose. On s'est dit, on va faire un film sur la fuite, quoi. Et on embarque, là, pour le coup, une comédienne professionnelle, une vedette. Et en même temps, il s'est passé quelque chose elle avait accepté, Adèle, de faire des essais et de se plier quand même à cette méthode aussi de tourner sans autorisation. Parce que tous les deux films que vous avez vus avant, il n'y a pas d'autorisation, on ne demande pas l'autorisation. Et donc on avait fait des essais avec Adèle et on lui a mis une sorte de faux costume et d'hôtesse, et on l'avait plongée à Orly comme ça, on l'a filmée en disant tu fais ce que tu veux. Et elle trouvait ça un peu bizarre et tout, elle devait marcher. Et à un moment, il y a une dame qui est venue lui demander sa porte d'embarquement. Et comme elle est maligne, elle a compris, et elle a dit je sais pas, mais allez voir au comptoir. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, la question sur Rien à foutre, c'est vraiment la question de la. Bizarrement, je suis assez revenu à cette question de vraiment de l'émotion du visage et des dialogues et de la parole qui a du mal à sortir, soit dans le silence, soit au contraire dans le espèce de défonce, de logorrhée. Je vais vous passer un petit extrait. Ah non, tu préfères tuer des gens? Non, peut-être. Enfin, Moi, je sortirais avec le Smarties. Hein. Tu préfères pas mal. Avoir des bras en élastique, c'est-à-dire que tu peux faire des câlins à personne, tout est mou, c'est des bras en guimauve, ou t'as 19 tétons. Chut. Je préfère avoir 19 tétons. 19. C'est-à-dire que la première fois que t'es torse nu devant une femme, Berthe. Tu vois, est-ce que tu l'annonces? Ça va partir. Ça va partir comment? C'est de la voiture. Je préfère avoir 19 tétons parce que je peux les cacher. Genre, je mets des poils, des trucs, enfin, tu vois. C'est pas mal de se faire un peu... Un peu quoi? Caresser 19 tétons comme une guitare. Donc, ma mère devait voir un client que mon père devait voir. Du coup, elle a pris sa voiture. Ouais. Et du coup, elle a pris sa voiture pour aller à ce rendez-vous. Sauf que pour aller à ce rendez-vous, il fallait passer par un rond-point. C'est un rond-point qui est un petit peu excentré par rapport à notre ville. Mais elle avait l'habitude de le prendre en plus. Et sur ce rond-point, il y a comme un peu de décoration. Tu vois, des mini-murets, des hélices qui tournent un peu partout. Et en le prenant, elle s'est mangé le rond-point. Et elle est morte quoi, sur le coup, comme ça, direct? Moi, quand on m'a appelé, elle était morte, donc... je pense. Par exemple, ma mère,
c'est insoutenable là, en ce moment, quoi. De la voir vieillir, de savoir qu'il y a un processus qui s'est engagé, que je vais devoir assister au déclin, quoi. C'est vraiment la fin c'est la décadence humaine, quoi. Elle qui est très simplement hardcore avec nous, dans des phases simples, hein. Par exemple, quand elle est juste simplement à table, elle se frotte les mains comme ça, avant le repas, en nous regardant tous. Ça me terrifie. Je sais pas, elle est en train de nous embarquer dans sa dépression à long terme. Et je l'aime fort. Je sais pas, non mais de voir faire vivre les gens vieux et que toi tu sois obligé d'assister à ça, je veux dire c'est sans retour, quoi. Et au lieu de devoir assister à cette dégringolade, parfois c'est peut-être mieux de juste se prendre un mur, quoi. Ce qui se jouait aussi, c'était de sortir de ces discussions pour aller vers aussi la question des émotions par le silence. C'est pour ça que je pensais à ça, mettre les deux en parallèle. C'est à comment, en fait, faire un film où, dans le jeu d'acteur, il y allait avoir ces trucs d'impro très poussés, et aussi là d'arriver à quelque chose qui était assez nouveau pour nous, de vraiment genre 2 minutes sur un tapis roulant et d'exister tout autant que dans une scène d'impro un peu brillante, quoi. C'est vraiment en tout cas sur la question de Rien à foutre, ça a été aussi de travailler le jeu d'acteur dans l'infra et des gestes, et quelque chose de aussi, c'est un peu tarte à la crème, on s'est beaucoup inspiré de Hopper, de photographie, et là c'était sur la question des états mentaux, ou aussi qu'est-ce que c'est qu'une vie d'hôtesse de l'air, où en fait tu sais pas si ce que tu vis est déjà un souvenir ou pas, puisque tu l'as déjà vécu 2 fois. Il y a une perte de rapport au temps, et ça c'était en tout cas c'était le grand défi pour Adèle, en fait, de travailler sur des choses où jamais travailler en force, et de vraiment parfois on en faisait 3-4 prises de tapis roulant pour aller chercher quelque chose, et parfois c'était une. Enfin voilà, il y avait vraiment elle savait que dans une journée, en fait, les scènes de comédie, entre guillemets, là, puisqu'on on est dans la fiction,
ça allait être 1 ou 2 par jour, mais par contre, on allait se balader, on allait faire des choses, on existait. Voilà, j'aurais pu vous montrer, il y a aussi cette scène qu'on a improvisée, une scène où en fait, toute l'émotion de la mort de sa mère ressurgit juste parce qu'il faut changer un forfait téléphonique. Voilà, c'est des choses comme ça. Et c'est d'aller vers en tout cas, sur Rien à foutre, ça a été l'idée d'aller vers un rapport à quelle est notre place aujourd'hui dans notre société, mais cette question vraiment d'un point de vue extrêmement concret, pratique. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des vols dans tous les sens? Qu'est-ce que ça veut dire les applications? Il y avait... Voilà, on a essayé d'aller aussi vers autre chose, c'est-à-dire l'inverse d'un château l'autre, qui était l'endroit de comment l'intime sauve le politique. Mais là, c'est comment les systèmes néolibéraux détruisent l'intime, quoi. C'est bien de passer cet extrait, enfin ce double extrait, je veux dire, avec cette scène effectivement intime où il se dit des choses graves quand même, parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend la mort de sa mère dans des circonstances dramatiques. Ça va revenir dans la deuxième partie du film quand elle revient à Bruxelles voir sa famille. Et ce long travelling, voilà, qui est un travelling naturel puisqu'on est sur un tapis roulant, qui est de la pure mise en scène, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est de l'écriture cinématographique, et à revoir là passer de ces films plus documentaires à la fiction, et avec Adèle Exarchopoulos. Je vais te dire une chose, parfois moi je vais au cinéma, et même quand je vois un film d'Emmanuel Mard que je connais bien, des fois, parfois je ne sais rien. Je n'ai même pas lu le résumé, je ne sais rien. Et je ne savais même pas, ou j'avais oublié qu'il y avait Adèle Exarchopoulos. Et je veux dire une chose, je l'ai reconnue, je crois, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Tellement, je veux dire, elle est incroyable dans ce film, et tellement elle est son personnage. Et ce que je voudrais dire, c'est que le point commun peut-être avec tout ce qu'on a vu avant et ce qu'on vient de voir là, c'est aussi ta capacité incroyable à filmer les corps, les visages, les gestes. Et c'est certainement là où il y a vraiment une force, voilà, dans ce que tu cherches. Là, par exemple, le plan, je veux dire, où après le travelling, on voit le visage d'Adèle, est absolument incroyable parce que en un plan, on sent toute la détresse, quoi. Avec ce qui s'est dit, le travelling et ce plan, il y a toute la détresse qui est là. Oui, et ce qui est fou, c'est que sur ce plan-là, quand on avait discuté, elle nous avait demandé parce que je parle pendant les prises, donc je donne, et elle au début, elle me dit, écoute, vraiment, n'hésite. Enfin, en fait, moi, je préfère jouer quand tu parles beaucoup pendant les prises. Donc, et je me rappelle maintenant, et je me souviens qu'une de ces prises, on était sur le tapis et à un moment je lui ai juste dit ça fait 3 ans. Et je crois que c'est à ce moment-là, en fait, juste à ce moment-là, moi je lui dis juste ça fait 3 ans. Et elle joue, elle a juste ce truc où elle plonge et c'est ça. Et en tout cas, ce qui est important, après s'il y a des questions, c'est que Adèle, elle a accepté que en tout cas dans la méthode qu'on a avec Julie, il n'y a que des interprètes. Il n'y a pas des professionnels, il n'y a pas des non-professionnels. Donc chacun vient incarner quelque chose à l'écran, chacun a ses outils techniques ou pas, mais il n'y a pas de professionnels et de non-professionnels. Même moi, je me foutais de sa gueule en disant c'est toi la non-professionnelle, en tout cas dans toute la partie hôtesse, c'est toi la non-professionnelle. Donc, et cette idée-là d'être avec des interprètes, ça c'est une chose que je trouve... en tout cas, moi, qui m'importe énormément pour que tout le monde puisse travailler. Et ça veut dire que chacun a sa méthode de jeu, chacun travaille et on va mettre plein de gens ensemble. Et par contre, il y a quand même une règle absolue sur le plateau, c'est que tout le monde s'adapte à tout le monde. On crée quelque chose ensemble et voilà, il n'y a pas de privilège. En tout cas, une fois qu'on arrive sur le plateau et même quand chacun sort de sa chambre, il n'y a pas de privilège. Adèle, elle prenait la voiture avec nous. Il n'y a pas de privilège. Quand elle doit, elle se maquille elle-même. Il y a des séquences à l'arrache, tournées volées dans des aéroports. Elle se change aux toilettes. Il y a un moment où c'est cette idée, en tout cas, que
d'avoir un endroit de partage où chacun est considéré avec la même dignité, c'est très important. C'est vraiment le cœur du travail. Il nous reste un quart d'heure environ. Désolé. Ça passe vite. Très long. Pardon? J'étais un peu long. Ah, pas du tout. C'était très, très agréable, justement, y compris les petites digressions, je dirais, qui permettent de mieux comprendre le travail, parce que c'est le but de ces sessions. Voilà, pour ce quart d'heure qui nous reste, je passe la parole à la salle, parce que je pense qu'il va y avoir des questions. Je me demandais comment se passait la négociation avec la prod, le scénar quand même à rendre, le financement, enfin quel est du coup ce document-là la négociation avec la prod, moi j'ai la chance de faire depuis le film de l'été et même avant, d'avoir les mêmes producteurs en Belgique et en France, donc ça fait ça, et donc voilà, on se connaît et on fait, moi je fais un scénario classique pour qu'il soit financé. Dans la note d'intention des commissions, c'est dit que je ne le tournerai pas forcément. C'est très clair. Avec les producteurs, voilà, on a l'habitude. Et voilà, après, là pour le coup, c'est un travail du temps où en fait, c'est des récompenses qui. Vraiment, ce qui est formidable dans un prix, il y a le moment de satisfaction, mais c'est vraiment quand vous dites ah ok, pour faire le prochain ça va être bien en fait. Alors pardon, je repose ma question, c'est la négociation alors entre toi et toi-même pour écrire ce scénario. C'est de la négociation parce qu'en fait quand on se met à écrire un scénario, on l'aime bien quand même. T'en as beau aimer. Donc c'est des allers-retours après, c'est vraiment des allers-retours. Rien à foutre ressemble à son scénario. Les gens qui ont lu le scénario disent ah mais ça ressemble énormément au scénario alors qu'il y a la moitié n'y est pas en fait, mais c'est juste parfois non, la négociation c'est que par contre c'est de dire quand on écrit un scénario pour des commissions, on essaie quand même de dire tiens autant que ça serve à quelque chose. Après il y a un cadre, moi j'ai un peu une technique pour faire un scénario qui passe. Mais alors la technique, moi je peux vous donner les deux, c'est le travail sur les détails littéraires, sur des détails. Il faut que ça soit vivant, donc des petites choses. Là j'ai pas d'exemple, mais si j'avais je pourrais vous le donner. Et après la deuxième chose, c'est moi j'ai ce que j'appelle les stabilos, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je mets au stabilo. Voilà, elle est effondrée parce qu'elle se rend compte qu'elle a perdu sa maman. Voilà. Ou il y a des moments où on est obligé de mettre et pour rien à foutre, pour être honnête, on avait eu des refus CNC et Belgique et avec Julie, un jour je rentre et je lui dis je vais faire un truc horrible mais tu vas voir ça va marcher. Et donc Cassandre a eu de l'endométriose dans le scénario de financement, elle avait une endométriose. Et en fait, c'est très bête, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une boule au ventre métaphysique, quand les gens lisent des scénarios, ça ils ne comprennent pas. C'est le fait de vivre avec une boule au ventre. C'est ah non, mais c'est pas concret. C'est pas... Et donc, j'ai fait ce truc horrible de créer. Et donc cette endométriose, mais comme je suis un peu monomaniaque, je suis allé voir des gynécologues. Ça m'a pris quand même du temps de voir de ce que c'était vraiment l'endométriose et tout ça. Et c'est un sujet extrêmement intéressant et très fort. Donc c'est Julie qui m'a dit non, on enlève du plan de travail. C'est pas le... Et voilà, ou pareil, on avait rajouté une histoire amoureuse. Et... c'est toujours la question, c'est-à-dire que et on revient aux mots et aux images. Vous voyez quelqu'un qui va mal sur un tableau, ça vous bouleverse. Si on écrit en dramaturgie, il y a juste quelqu'un qui arrive et qui est bouleversé, ça va pas parce que vous comprenez pas. Donc voilà, c'est cette négociation avec le c'est des allers-retours. Mais parfois on se prend dans son propre piège. Je voudrais savoir, j'ai deux questions à vous poser. C'est pour le film de Nos Saluts.
Je voudrais savoir, la première question, est-ce que c'est tourné en ordre chronologique? Alors si ça vous dérange pas, je pense que comme on l'a pas montré sur notre salut, je préfère pas répondre parce que je pense que tout le monde l'a pas vu ici et que voilà, je préfère parler de ce qu'on a vu là. C'est pas pour éviter, mais c'est juste que comme l'idée c'est de questionner à partir de ce qu'on a fait. Mais je vous répondrai après la séance. Avec tous les extraits que vous avez passés, la question c'est comment on dit couper, en fait, à une scène comme ça. Ah, comment on dit couper? J'ai une autre question qui va avec. Mais juste pour faire moi ça a été et c'est encore le cas, c'est-à-dire que quand je fais un plan, au moment où j'ai envie de dire couper, je me force à compter jusqu'à 30 sur mes doigts. Non mais vraiment c'est le seul conseil que je donne aux étudiants quand je fais des workshops, c'est ça. C'est vraiment, alors j'arrive pas tout le temps à le faire, mais c'est vraiment toujours, parce qu'en fait il y a toujours quelque chose qui se passe. En fait, une fois que les acteurs ont fait ce qu'ils avaient prévu de faire, et d'un coup, ils savent hein, que ça coupe pas, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est souvent là. Après, couper, il y a aussi un moment où on commence à en avoir marre, mais c'est vrai que l'idée c'est une technique, enfin, c'est une façon de faire, c'est une manière de laisser de faire peu de prises mais longues. Et du coup, la deuxième question par rapport à ça, c'est est-ce que l'émotion qui a été cherchée pendant la prise, c'est ce qui va vous guider au montage après? Est-ce que le fait, comme les prises sont très longues, que ça va pas couper, qu'il n'y a plus de scénario? Déjà, on monte très longtemps. C'est vrai que c'est la seule chose, et là on parle encore de négociation avec les prods, c'est que là, sur le film que je viens de faire, on est à 30 semaines de montage. Voilà, et le film de l'été, c'est 13 semaines de montage. Donc, répartis sur 2 ans. Donc déjà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la liberté, ça se fait aussi par de la pensée pratique et logistique, quoi. Mais en fait, l'émotion, la question, et ça j'ai mis du temps en tout cas moi dans le cinéma que je fais ou le cinéma qu'on fait avec Julie, en fait on cherche, on n'a jamais le moment où on dit ah là c'est la grande scène, il faut que ça vienne. Non, on filme, et très souvent dans Rien à foutre, les scènes d'émotion n'étaient pas du tout là où elles étaient prévues. Mais on laisse les choses et on regarde. L'idée c'est que quelque chose se passe et existe à l'écran en fait. Et après l'émotion, c'est dans la construction que ça se fait, et c'est le montage peut créer l'émotion. Mais la question de l'émotion, elle est pas. En tout cas, cette idée d'avoir une performance à faire et qui est une scène où là on a le pistolet de bouleverser ou rembourser sous la tempe, c'est pas possible, on peut pas faire des films comme ça. Ici, déjà bonsoir et merci pour votre temps. Vous nous avez parlé d'un film sur lequel vous avez dû annuler. Est-ce que ça c'était un problème de mise en scène ou juste aussi on parle d'émotion et de sens? Est-ce que ça n'a pas fonctionné pendant le tournage? Voilà. Non, moi je ne l'ai pas tourné, hein, ce long métrage. Je ne l'ai pas tourné. Mais c'était vraiment une sensation de ne pas avoir les épaules et le savoir-faire pour ce que je voulais faire. Il y avait vraiment quelque chose où il y avait des choses que j'ai pu faire maintenant, 15 ans après, mais c'était pas possible. Je vais reproduire des élections cantonales et on me proposait de le faire avec de la figuration et de classique, et en fait ça n'aurait jamais marché en fait. Donc il y a un moment où je me suis dit mais non, en fait je sais pas le faire. Bonjour, c'est plus une réflexion que je souhaite livrer qu'une question. Je m'excuse, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais cette liberté que vous avez, extraordinaire, justement de ne pas être dans la performance, je pense qu'il y a eu un peu une bascule aussi au moment où on est passé de l'argentique au numérique, parce que faire ça quand on était en pellicule,
et qu'il fallait, qu'il y avait une pression économique énorme sur ce qui était tiré, développé, tiré, etc. Voilà, donc c'est juste une remarque, mais ça me fait penser, moi j'ai été assistante réalisation au début des années 2000, et ça me fait penser à une expérience qu'on avait menée avec un cinéaste connu ici, je pense, qui s'appelle Christophe Loisillon, qui avait tourné un long métrage, on tournait en argentique à l'époque, donc on ne pouvait pas... ça compliquait les choses, et on était parti sur un tournage où on avait 3 sessions de tournage de 15 jours, et on montait entre les sessions. Et le scénariste, qui était aussi producteur du film et compagnon de l'actrice principale, écrivait au fur et à mesure dans ces périodes de montage pendant lesquelles on préparait aussi au fur et à mesure. C'était une expérience qui était très exaltante et un peu acrobatique à l'époque. Je pense que les techniques maintenant, le fait qu'on peut filmer autant qu'on peut finalement, accordent aussi beaucoup de réalisateurs, de liberté aux nouveaux réalisateurs. Oui, je pense. Après, vous avez quand même il y a quand même une limite qui est le temps. C'est-à-dire que même si vous tournez en continu, le maximum que vous pouvez faire, c'est 8 heures de tournage. Donc, en fait, il y a aussi... Moi, je reviens justement, on pourra en parler de... Justement, je me pose la question par rapport au tournage. J'essaie de me dire comment... Je crois qu'on peut avoir cette liberté-là aussi avec la rigueur de l'argentique. C'est une étape, là je me pose la question de comment faire justement pour ça, parce que parfois, moi les meilleures choses, ou les endroits où je me dis tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est parfois justement 2 prises. Voilà, c'est des choix, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas rentrer dans les trucs techniques, mais avec en 16 mm, on a des bobines de 12 minutes, ça peut être intéressant, de comment on ferait finalement, on n'a que 2 prises et on fait deux longues prises de 12 minutes, des choses comme ça. Je crois que les choses peuvent s'inventer, la liberté peut s'inventer un peu partout, mais avec un iPhone ou une caméra PV, elle est plus évidente à réaliser concrètement. Ça sera la dernière question. Malheureusement, je dois quitter la salle. Et tu as dit que tu étais un peu disponible pour répondre. Génial. Merci vraiment pour tout ce que vous nous transmettez. Une question sur la direction d'acteur. Vous recherchez beaucoup d'authenticité. Est-ce que le nombre de personnes sur un plateau est pour vous un paramètre dans la façon dont vous travaillez? Vous avez cité tout à l'heure le dernier film, vous êtes une équipe de 50, 10 sur le plateau. Je parle bien sûr pas des acteurs, je parle de l'équipe technique qui est autour, qui peut gêner ou pas cette recherche d'authenticité, proche parfois du documentaire. Alors moi j'ai longtemps cru que effectivement, et je crois qu'effectivement le fait d'être peu et aussi de ne pas avoir d'éclairage crée un endroit où il n'y a pas cette moi à l'école on m'a appris il y a la vie, puis il y a une limite et il y a le plateau. Donc, et comment en fait de pouvoir casser ça, je crois que en tout cas à partir du moment où on travaille en improvisation, c'est pas que l'improvisation, c'est parfois juste les gens connaissent la scène, mais ils ne doivent pas utiliser le texte, ils doivent la rejouer. Donc ça, c'est possible. Après, là, sur le film que je viens de faire, il y a une scène qu'on a faite comme ça, et j'ai découvert que c'était aussi possible avec beaucoup de monde autour, mais c'est il faut c'est une disponibilité et c'est quelque chose où, en fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était la présence des gens. Mais c'est leur présence en eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui savent que le but n'est pas de bien faire ce qui a été fait, et qui sont juste là pour attendre, regarder, être là, penser... En fait, quand vous avez 50 personnes qui regardent un truc qui est en train de se faire, qui n'est pas prévu, et que tout le monde est en train d'y penser, je peux vous dire que vous avez une électricité folle. Hein. C'est dingue à faire. Ça m'est arrivé. On n'avait plus de temps pour un plan, donc on a fait 4 séquences d'un coup, en une prise. Et en fait, tout le monde, il y avait des parents d'enfants figurants, tout le monde s'est mis à regarder le truc. Et tout le monde et c'était intéressant parce qu'on a coupé la première prise. Voilà, les gens avaient regardé la scène, lu la scène, et donc je crois que, mais ils savaient qu'ils s'attendaient à rien. Donc tous les techniciens, j'aurais dit bon, ok, on est en retard. Avec Olivier maintenant, il y a des moments où il me dit bah, filme-toi, c'est plus simple. Donc je filme et je dis à tous les gens bah écoutez, on fait tous les 4 scènes d'un coup et vous vous démerdez. Et en fait, personne ne savait ce qui allait arriver.
Et là, il se passe un truc, en tout cas dans la disponibilité voilà. Mais après, ça dépend de la langue qu'on cherche. Moi, c'est vrai que la question vous l'avez vu dans les cheveux coupés, ce qui m'intéresse, c'est les tics, l'espèce de la vie du visage qui nous échappe. Après, il y a des films qui nécessitent une langue très précise, et là, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte que il y a l'idée. Ce qu'on aimait dans La Petite Équipe, c'est qu'on était tous concentrés sur le film. Le problème, c'est quand on est 50 personnes et qu'il y a un ensemblier, c'est normal, l'ensemblier, il doit quand même vérifier que les panneaux qu'ils ont construits, ils se cassent pas la gueule pendant la prise, et voilà. C'est normal, donc c'est plus ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est possible au-delà de la toute petite équipe. Merci. On va remercier Emmanuel. Merci.